Bonjour, je suis Jean-Samuel Cric, je suis l'expert bande dessinée, jeux vidéo et animation de KissKissBankBank, la plateforme de crowdfunding. Et je suis accompagné de Vincent Bernière, des Cahiers de la bande dessinée. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Petite question préalable. Qui d'entre vous est familier avec l'univers du crowdfunding? Qui a déjà participé à une campagne de crowdfunding? Qui s'est abonné au Cahier de la bande dessinée sur KissKissBankBank? Est-ce que certains d'entre vous peut-être ont déjà fait une campagne? Ouais. Sur quelle plateforme? Kickstarter. Kickstarter? Mathieu? Ouais. Et vous? Ulu. Vous êtes aussi bien présenté, c'est équitable. Le crowdfunding, vous connaissez, vous avez sûrement beaucoup entendu parler, notamment depuis 2009, l'émergence de plateformes comme KissKissBankBank et Kickstarter, qui ont été les pionniers. Les deux plateformes ont été créées à quelques mois d'intervalle. En réalité, le concept est assez ancien. Je ne sais pas si ce visuel vous parle ou vous évoque quelque chose. La statue de la liberté. La statue de la liberté. Exactement, la statue de la liberté. En fait, la petite histoire de la statue de la liberté, c'est que vous savez sans doute que la France a offert la statue de la liberté aux États-Unis pour marquer l'amitié entre les deux pays. Mais les architectes français avaient oublié de financer le dôme, qui coûtait quand même relativement cher et qui a été l'objet de longs débats entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Et ce projet n'a pas été financé, en fait, il y a une absence de consensus là-dessus. Et en fait, c'est Pulitzer qui a utilisé ces journaux à l'époque pour collecter des fonds auprès du grand public, et qui donc a utilisé ces journaux pour collecter des dons de plus de 120 000 personnes qui ont contribué à édifier cet édifice. Et il y avait une contrepartie, puisque les gens avaient leur nom qui était publié dans le journal du lendemain, à titre de remerciement. En fait, le concept de crowdfunding a existé bien avant Internet. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples. Dans la culture, vous connaissez sans doute ce film de John Cassavetes, Shadows, qui s'est construit de la même façon. En fait, Cassavetes a été interviewé sur une radio new-yorkaise un soir et a dit voilà, si 2000 personnes m'envoient un chèque d'$1 à cette adresse, je pourrais m'acheter une caméra et produire mon film tout seul. Et m'acheter une liberté artistique que j'aurais jamais avec un producteur. Et les gens lui ont envoyé de l'argent. Et ces gens, on les voit dans le film, puisque c'est les figurants de la scène finale. Donc il les a récompensés de cette façon-là, en leur donnant accès au film qui est devenu un grand classique du cinéma. N'hésitez pas à m'interrompre, j'aurais dû commencer par là. C'est une conférence, mais je suis surtout là, et Vincent aussi, pour répondre à vos questions. Donc si vous avez la moindre question, vous levez la main et je vous donnerai la parole. KissKissBankBank et le crowdfunding appartient à un mouvement beaucoup plus large qui est celui de l'économie collaborative, qu'on peut résumer assez simplement. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut construire de la valeur en commun, à plusieurs, ensemble. Vous avez quelques sites ici qui sont cités, il y en a beaucoup d'autres, plusieurs centaines. Voilà, le crowdfunding est un des éléments de cette économie collaborative et de cette intelligence collective. On aime bien parler d'intelligence collective chez KissKissBankBank. Pardon. Et le crowdfunding se manifeste aujourd'hui par trois catégories principales. On va aujourd'hui principalement parler de la première, qui est le don contre don, qui est souvent à l'origine de création des aventures entrepreneuriales ou culturelles. Il y a aussi un modèle qui était celui, par exemple, de My Major Company, qui est celui de l'equity, où on donne de l'argent et on investit une micro-part du capital de la société qui se crée. Et il y a un secteur qui se développe énormément, vous avez peut-être vu des articles passer là-dessus ces dernières semaines, qui est celui du prêt, qui est souvent plutôt sur une phase de développement, et qui existe aussi dans le groupe KissKissBankBank avec l'Endopolis. Le crowdfunding s'est beaucoup développé l'année dernière, il y a une progression de 40% des sommes collectées dans le monde, je pense que vous avez vu passer cette étude. C'est beaucoup grâce à cette nouvelle, enfin, pas si nouvelle, mais en tout cas cette forme de crowdfunding qui se développe énormément. Qui c'est qui prête? Ça m'intéresse, moi, d'un coup. Je connaissais pas, moi je connais juste En fait, c'est comme le don, c'est tous les gens qui sont là, toi et moi, tout simplement. C'est pas des banques. En fait, le monopole bancaire a été levé il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, des particuliers peuvent prêter à une entreprise, avec intérêt, et les entreprises remboursent. Avec ou sans intérêt? Avec ou sans intérêt. Alors l'Endopolis, c'est avec intérêt. Donc tout le monde s'y retrouve. Alors, le prêt sans intérêt, c'est plutôt du prêt solidaire. Là, quand on parle de prêt à des entreprises, par exemple les cahiers de la BD, c'est les cahiers de la BD voulaient faire un prêt via la Police. Les cahiers de la BD ont besoin de faire un prêt. Ça, alors, c'est sûr. Moi, je vais aller voir mon banquier bientôt. Vous êtes un peu jeune, il faut 2 ans d'ancienneté. Okay, on en reparle dans 2 ans, dans 1 an et demi maintenant.
Mais voilà, il y a des conditions d'éligibilité tout simplement. Une fois que tu es éligible, et après, c'est la plateforme qui gère comme une banque exactement, tout est automatisé. Et le fait que ce soit remboursé. En fait, il y a une durée du prêt qui est décidée à l'avance. Le montant des intérêts est lié à la fois à la prise de risque et à la durée du prêt. Et à partir de là, c'est remboursé dès le premier mois du prêt par une division de la somme globale. Oui, allez-y. Mais le prêt, c'est plus intéressant quand on a une entreprise. Oui. Oui, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous disais qu'on va plutôt parler aujourd'hui, je répondais à la question de Vincent, mais on va plutôt parler du don contre don. Donc de la formule classique de KISS. Quelques statistiques récentes. On a 103 000 projets qui ont été créés sur la plateforme, mais on en a moins de 30 000 qui ont été lancés. On pose souvent la question de savoir pourquoi, je vais répondre tout de suite. C'est tout simplement que les projets ne sont pas éligibles. Ce qui est éligible sur KissKissBankBank aujourd'hui, ce sont les projets culturels, entrepreneuriaux ou solidaires. Donc si vous allez sur KissKissBankBank pour dire que vous voulez vous payer je sais pas moi, un voyage, un tour du monde, on vous expliquera que ce n'est pas forcément la meilleure plateforme pour le faire. Il y a aussi des projets qui sont d'une qualité qu'on juge insuffisante pour pouvoir être mis en ligne. Donc on prend toujours contact avec les porteurs de projets pour leur expliquer en quoi et comment le projet peut être amélioré. Parfois on n'est pas entendu, donc dans ce cas-là, ces projets-là ne sont pas mis en ligne. Souvent ils manquent de maturité, parfois ils reviennent plus tard et parfois ils redeviennent éligibles dans un second temps. On a environ 354 projets en cours. C'est un chiffre qui est assez faible, mais qui est assez conjoncturel, c'est souvent le cas en début d'année. Dans le cœur de l'année, vers le mois de mai-juin, je crois que c'est l'époque où on avait fait les cahiers de la BD, on a plutôt autour de 700 projets qui sont simultanément en cours de financement sur KissKissBankBank, qui ne sont évidemment pas que des bandes dessinées. Et on a une communauté d'1 300 000 KissBankers qui grossit d'à peu près 1000 personnes par jour. Voilà. Tout ça nous amène à un montant collecté de presque 78 millions d'euros, uniquement sur la partie don, hein, pas sur la partie prêt, où là on va atteindre les 100 millions cette année. J'ai une petite question sur le slide qui avait juste avant. Celui-ci ou celui d'avant? Celui d'avant. Voilà. Là, vous avez mis une timeline. Ouais. Est-ce que c'est en relation avec ce qui est au-dessus? C'est-à-dire, est-ce que c'est logique d'enchaîner des dons pendant la phase de création, du capital ou equity dans la phase d'amorçage et un système de prêt pendant la phase de développement? Rien ne l'interdit. Sur des projets culturels, ça ne me paraît pas forcément pertinent. Sur un projet entrepreneurial, ça peut l'être. On peut en effet mixer à différentes étapes de développement du don ou du prêt. Le don, d'ailleurs, on appelle ça du don, mais ça peut être de la prévente pour ce qui concerne la bande dessinée. Le don contre don, on va dire que ça peut être une prévente de la BD. Voilà. Après, sur une maison d'édition, on pourrait venir faire une campagne de prêt, par exemple, pourquoi pas. Ou un producteur de contenu. D'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'il y a des étudiants de l'Edgemin parmi vous? Parce que je sais qu'ils ont été invités. Ou est-ce qu'on parle que de BD ou on parle de jeux vidéo aussi? Non, BD uniquement? On va parler BD, ouais. Non, parce qu'il était question qu'ils viennent aussi à la conférence. Donc on va parler de bande dessinée, de culture, donc on va plutôt parler uniquement du don. Très rapidement, l'évolution du nombre de projets pour vous montrer et vous prouver que voilà, depuis la création de la plateforme, le crowdfunding devient quelque chose avec une pénétration dans la population qui est de plus en plus importante et un nombre de projets présentés qui est de plus en plus élevé. Voilà, c'est vrai aussi pour notre communauté. Je passe rapidement sur le sujet. On a fait une étude d'impact à l'occasion de nos 7 ans, qui est intéressante parce qu'on va s'est demandé au bout de 7 ans d'activité, là on a 8 ans maintenant, on rentre dans notre 9e année, sur le plan culturel, quel avait été l'impact de KissKiss sur la société. Parce qu'on avait quand même cette impression que grâce au crowdfunding, il y avait des livres, des spectacles, des films, des disques qui n'auraient pas existé autrement. Et on est arrivé à ces chiffres qui sont assez impressionnants. Et si je me base juste sur le livre, 1200 livres ont été publiés sur KissKissBankBank. Et si on parle du nombre de contributeurs, on a permis à 757 000 lecteurs de découvrir des œuvres qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Voilà, pour ce qui est des expositions et des spectacles vivants, des festivals, on parle de 15 millions de spectateurs. On est d'ailleurs partenaire du festival d'Angoulême, on a des expositions d'Angoulême qui sont financées aussi sur KissKissBankBank. Voilà, et puis plus de 500 films, des affiches, tout un tas de choses, 2100 disques. Et on a aussi découvert que les personnes qui participaient à des campagnes de crowdfunding, globalement, étaient plus optimistes, plus connectées aussi, ce qui est logique, et plus généreux que la majorité des Français, voilà, avec les chiffres qui sont ici, que je ne vais pas vous lire, parce qu'on va accélérer pour aller dans le vif du sujet. Beaucoup plus intéressant, on a un taux de réussite des collectes qui a fortement progressé depuis que la plateforme existe. Au tout début, on avait 34% des
projets déposés sur KissKissBankBank qui étaient financés. Aujourd'hui, en 2017, on est à 70%. Et vous allez voir quand on va parler de bande dessinée tout à l'heure qu'on est sur des chiffres qui sont encore plus élevés. Et ça, c'est grâce en partie à une stratégie de KissKissBankBank qui est d'offrir un accompagnement personnalisé pour chacun des projets. Le crowdfunding tel que nous on le pratique, c'est tout ou rien, c'est-à-dire vous avez un palier, si vous atteignez votre objectif, votre projet est financé, et KissKissBankBank ne touche une commission que si le projet fonctionne. Donc nous, notre pari était de se dire, voilà, pour que le projet fonctionne, il faut aider les porteurs de projets avec un accompagnement personnalisé. Et c'est pour ça que KissKissBankBank est allé chercher des experts par catégorie ou même par région de certains marchés, dont la bande dessinée. Moi, avant d'être chez KissKiss, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le secteur de la bande dessinée, de la culture au sens large, du jeu vidéo, de l'animation. Et donc du coup, aujourd'hui, quand je parle avec des artistes comme vous, je connais un petit peu vos problématiques, vos sujets et vos besoins. Voilà. Je vois que le nombre de projets est en baisse. Est-ce que c'est moins mais mieux ou bien il y a une autre raison? C'est une bonne question. 2017 a été une année plutôt de stagnation sur le nombre de projets. Je pense aussi qu'on en a refusé plus. Peut-être on est un peu plus exigeant. Mais je pense sur le nombre de projets déposés, on est sur des chiffres équivalents en 2017. Et là, on s'attend plutôt à une accélération sur 2018. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que si on atteint 40%, enfin 41% de son objectif, on est quasiment certain d'aller au bout de la collecte. Parce qu'en fait, je vous ai parlé du chiffre de 70% de réussite, on a quand même un certain nombre de projets qui ne sont pas du tout travaillés, qui restent à zéro contribution. Je vais vous expliquer dans quelques minutes comment est-ce qu'on évite ce problème-là. Mais quand on démarre à zéro, en général on termine à zéro, il faut tout de suite travailler sa communauté dès le début d'une campagne pour qu'elle fonctionne. Dès que ce travail, dès qu'on a 3-4 contributeurs, on arrive déjà à des taux de succès qui sont très très élevés. Quelques chiffres clés. Là, je parle de chiffres génériques sur l'ensemble des projets de la plateforme. C'est pas uniquement la bande dessinée, on va en parler après. Le projet moyen financé sur KissKissBankBank aujourd'hui est de 4 200 €. Le don moyen est de 50 €. Le don médian est de 30 €. Ça veut dire que plus de la moitié des personnes donnent 30 € et plus et la moitié donnent 30 € et moins. Donc ça veut dire qu'on a une bonne partie des dons qui sont plutôt dans la tranche 70-100 €, ce qui est assez élevé et qui permet d'arriver à cette moyenne de 50. Et voilà, comme je vous le disais, si on a 4 KissBankers, 4 personnes qui ont participé à la campagne, vous avez déjà un taux de succès qui est à 75% et pas 70%. Est-ce que tu as des commentaires à ce stade, Vincent? Non, mais moi j'apprends plein de choses hein, encore. Ça va se utile pour ta prochaine campagne. Carrément, parce que moi j'ai une campagne à prévoir donc, en 2018. Ça sera sur ton quota. Et mais je trouvais ça édifiant de voir que 41% si on avait 41% de son budget, on finissait la campagne. J'ai encore en fait du mal à le croire, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est le plus dur, je trouve, de fixer la jauge, parce qu'on se dit, putain, si on n'y arrive pas, on perd tout le travail, parce qu'on va y venir, il y a beaucoup de travail quand on fait une campagne. 41%, c'est-à-dire moi, ma jauge, elle était à 15 000 €. Disons que quand j'étais à 6 000, 7 000, c'est ça que tu veux me dire, hein, j'étais sûr pratiquement à 87%. Quasiment, ouais. Ça vaut le coup quand même. Ouais. Je vais rentrer plus spécifiquement sur le secteur qui vous intéresse, qui est celui des livres, avant de rentrer après dans la bande dessinée. J'ai pris des chiffres sur une période de 4 ans, 2014-2017. Pourquoi 4 ans? C'est parce qu'avant 2014, on était sur des chiffres qui étaient relativement marginaux et qui du coup, par rapport aux moyennes et aux chiffres que je voulais calculer, rendaient les chiffres moins pertinents. 2014, c'est l'année où on a vraiment commencé à avoir des livres et des bandes dessinées qui se financent. Avant, on était plutôt sur des secteurs comme la musique et le cinéma, qui restent très forts aujourd'hui, moins sur le livre. Donc sur cette période, on a 648 campagnes de livres qui se sont financées sur 1099 projets déposés, avec un taux de succès de 59%, une contribution qui est supérieure à la moyenne de 52,45 € et plus de 3 millions d'euros collectés. Je vous donne ces chiffres par rapport à la bande dessinée parce qu'ils sont meilleurs sur la BD, ce qui nous étonne positivement. Et surtout, on a découvert qu'on avait plus 63% de collecte sur la BD depuis 2 ans. On a un volume de projets déposés qui a significativement augmenté et qui, de ce que je vois venir là sur les mois prochains, parce qu'il y a toujours un petit décalage de quelques semaines, quelques mois entre le moment où les gens viennent me voir avec des projets et le moment où ils sont mis en ligne, je pense que ces chiffres vont encore progresser dans des chiffres à peu près similaires cette année. Et on a un taux de succès qui est de 74% sur ces 4 années et de 80% en 2017. Donc un taux de succès qui est très très élevé. Notre objectif évidemment est de l'amener le plus proche possible de 100% dans les 2-3 ans qui viennent. La contribution moyenne aussi est plus élevée que d'habitude puisqu'elle est à 58,50 €. Je crois que c'est le seul secteur avec le cinéma à avoir des chiffres aussi élevés. Et on a collecté quasiment 1,5 million d'euros sur ces bandes dessinées.
avec une collecte moyenne à 5 700 €, là aussi, qui est à peu près qui est supérieure à ce que vous avez vu tout à l'heure, et qui est à peu près équivalente à celle de nos concurrents, y compris américains. Ça, c'était une surprise aussi pour moi de découvrir que le montant moyen sur ces catégories-là est à peu près équivalent à ce que j'entends sur Kickstarter notamment. Là, je pense que Vincent, c'est toi qui vas être le mieux placé pour parler de ça, parce que ces chiffres m'intéressent. Voilà, c'est 1,5 million quasiment de financement, et ces 245 BD financés m'intéressent par rapport aux chiffres de la CBD, du SNAC, et puis les différentes associations qui ont parlé des auteurs et de la situation des auteurs de BD aujourd'hui, pour qui c'est difficile d'être publié et d'être publié de bonnes conditions. On va dire un mot là-dessus. 1558 nouveautés BD francophones publiées. Bon, il y a, je crois, entre 5 et 6 000 titres par an, parce qu'il y a aussi des œuvres de réédition du patrimoine qui sont dignes d'intérêt. Je pense que dans les années 70, quand j'ai grandi, il devait y avoir quoi, quelques centaines, 200 livres de bande dessinée qui étaient produits. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on dit tous, tout le monde entend, si vous écoutez un peu le bruit médiatique, là, la bande dessinée, c'est un secteur florissant, etc. On est véritablement, je pense, dans une double crise. Ça me parle directement, parce que moi, j'ai développé des activités dans ces deux métiers, la presse papier, le livre papier. Donc ça, c'est une putain de vraie réalité. Hein. Ça, je veux dire, c'est A plus B. Donc, dans le domaine du livre, les deux secteurs qui émergent encore un peu, c'est pas, tout le monde se casse pas la gueule, hein. Quand un marché avec beaucoup d'argent, parce qu'il y a des jeunes gens, il y a des jeunes vieux, des vieux jeunes, il y a des seniors, enfin il y a encore pas mal de gens qui lisent sur du papier. Donc la messe n'est pas encore dite, mais avec ce bruit-là, les gens ont un peu tendance à penser que bingo, quoi. Si je fais de la BD, c'est génial, ça marche. Les deux domaines, c'est vie pratique et bande dessinée, qui sont quand même pas mal. Le poche aussi. Les guides, la vie pratique, les livres de cuisine, c'est un secteur florissant. La bande dessinée aussi, mais il y a, comme vous le savez sans doute aussi, l'arbre qui cache la forêt. Il y a des Astérix, ça doit être 1 800 000 ventes. Très bien, ça permet à des jeunes auteurs dans le groupe Hachette de proposer des projets qui sont potentiellement susceptibles de se casser la gueule. Mais 1419 auteurs européens, je crois que là, le collège qui a élu le Grand Prix hier, Richard Corben, ils étaient 1250. Mine de rien, ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est-à-dire que je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de joueurs professionnels de football en France, mais ça doit tourner à peu près autour des mêmes chiffres, sinon moins. Ça veut dire qu'en fait, il y a peu d'élus. Puis il y a une Ligue 1 et une Ligue 2 aussi pour les auteurs. Parce que tu parlais d'Astérix. Les chiffres GFK sont sortis avant-hier. Je crois qu'Astérix, c'est 4 ou 5% du marché de la BD franco-belge. C'est sûr. Un seul titre sur 1500. Donc, il y a un décalage énorme entre les gros titres comme Titeuf. Titeuf déjà, qui était le numéro 2, vend 10 fois moins qu'Astérix. C'est 160 000 BD, je crois, le dernier tome. Alors que Titeuf, il y a des phénomènes aussi de cycle. Alors que Titeuf, il y a quelques années, ça vendait beaucoup plus. Ouais, ça. Donc après, il faut, surtout s'il faut développer un projet, il faut bien savoir où on va aussi en termes de tendance. Ce qui se passe aussi, là en ce moment, c'est vrai que les auteurs, les autrices prennent la parole, etc. Mais il y a beaucoup d'auteurs précaires. Je disais hier dans le Figaro, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais enfin, il précisait que travailler 1 an sur un livre de bande dessinée, admettons, ce qui peut être le tarif, on va dire, moyen pour faire ou un roman graphique ou un 48 pages cartonné couleur, quand vous êtes noyé dans le flot de 1558 nouveautés BD francophones publiées ou 5000 livres de bande dessinée par an, ça veut dire que je ne sais pas combien ça fait par jour, mais ça fait un bon paquet, hein. Sachant que les libraires n'ont pas le temps de travailler les albums, on peut travailler 1 an sur un projet, le livre sort, 2 semaines après, il peut y avoir 3/4 du tirage au pilon. C'est possible. Enfin, moi-même, un scénariste, il m'est arrivé de travailler longtemps, et moins longtemps qu'un dessinateur, sur un livre dont le tome 2, peu avant la sortie, l'éditeur m'appelait pour me dire, alors il me le disait à moi, mais pas au dessinateur qui était plus jeune et un peu plus sensible, heureusement, quoi, on adore cette série. Le 2e tome est mort-né, vu les chiffres de vente du premier. On va quand même le sortir, c'était Dupuis. Et effectivement, je crois que le premier tome, on avait dû en vendre 1500 exemplaires, alors que les points morts de l'édition chez Dupuis, pour les livres de série, devaient se situer autour de au moins 5000, quoi. Donc on avait vendu 1500 sans marketing, parce qu'on en reparlera aussi, quand il y a 1558 nouveautés, tous n'ont pas droit au même traitement.
déjà, les enjeux des maisons d'édition sur des gros titres, ils ne peuvent pas se casser la gueule. Donc ils vont faire de la pub sur Astérix, ces cons-là. Ils en font plein. Parce que pour eux, voilà, entre 1 750 000 et 1 850 000, bah, il y a 100 000 fois, je crois combien, 12,50. Donc de chiffre d'affaires, prix public hors taxe, à la clé. Donc sur l'aspect marketing, on en parlera sûrement tout à l'heure avec Jean-Samuel, mais les campagnes de financement participatif ont leur rôle à jouer, mais sans ça, il y a beaucoup de casse. En fait, ce qui est un peu triste, c'est les chiffres que j'ai pas mis là pour pas vous déprimer, mais c'est les chiffres du SNAC, le syndicat des auteurs, c'est les chiffres de l'association des critiques et des journalistes de bande dessinée, la CBD. D'ailleurs, les chiffres 2017 vont sortir là pendant le festival, vous aurez mais ça sera à peu près équivalent chaque année, c'est à peu près les mêmes chiffres. Les chiffres du SNAC, je crois, aux dernières assises de la BD, c'est que 50% de ces 1500 auteurs gagnent moins que le SMIC, et un tiers gagnent l'équivalent du RSA, je crois. Donc, c'est vrai que... Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, mais cela dit, dans la littérature ou dans le cinéma, enfin, si vous faites des activités qui vous passionnent, parce que je pense qu'autour de toutes ces problématiques de crowdfunding, de soutien, d'énergie, de dynamique, il faut y aller. Ça, moi, je dis toujours à tout le monde que si on a une passion, qu'on a l'énergie et la volonté pour essayer d'aller au bout, ce qui ne veut pas dire qu'on y arrivera, de toute façon, il faut y aller. Et si je vous donne ces chiffres, c'est justement pas pour vous déprimer, c'est parce que de plus en plus souvent, les auteurs viennent me voir pour me dire, voilà, j'ai des contacts avec des éditeurs, les avances ne me conviennent pas, elles ne me suffisent pas pour avancer. Et le crowdfunding pour moi est une solution parce que je vais pouvoir collecter l'argent qui va me revenir à moi et pas 5% des ventes. Je vais faire et construire mon projet autrement. Voilà. À moi et à KissKissBankBank un peu. J'ai oublié le pourcentage. 8%. Non, mais dans la littérature, c'est pareil. Il y a très peu de gens qui vivent de leur métier. Les écrivains qui sont vraiment auteurs de best-sellers, et c'est pareil, qui vendent à 100 000, les Musso, Lévy, etc., sont relativement peu nombreux par rapport à des gens qui publient des romans. Je ne suis pas sûr que l'économie financière de la bande dessinée, de toute façon, quand on débute et qu'on se lance, soit susceptible de générer des profits propres à vivre convenablement, en tout cas les premières années de sa vie professionnelle. Mais maintenant, je pense que tout le monde est assez conscient que il faut aller ici, il faut aller là, enfin, il faut mettre tous ses fers au maximum de feu pour de temps en temps en tirer un qui fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Ça y est, vous êtes tout seul endormi maintenant. Ou plombé. Ou plombé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je préfère. Quelques exemples de campagne, on va commencer par toi, Vincent. Les cahiers de la BD. T'as mis un exemplaire avec toi? Non, j'en ai même pas. Non, j'en ai plus parce que je me débrouille pas bien sur les répartitions et c'est un produit qui vaut cher, dont j'ai baissé le tirage et qui est lourd à trimballer. Ça fait 576 grammes. T'en prends deux, t'as déjà 1 kilo avec. Mais oui, cette campagne, bon, moi, pour résumer, si vous voulez, étant donc un jeune vieux, je n'avais pas de compte Facebook jusqu'à il y a 6 mois. J'en ai d'ailleurs toujours pas, j'ai juste un compte parce que ça me permet d'administrer la page Les Cahiers de la BD. Donc c'est quelque chose qui m'a jamais tellement intéressé, et ça m'intéresse toujours pas beaucoup. Mais par contre, je lis beaucoup les journaux, pas mal sur écran, et j'ai toujours adoré faire des journaux. Quand j'étais enfant, je prenais des journaux existants de foot, qui était mon autre passion. Je refaisais les journaux, je découpais les photographies, je refaisais des légendes, je réécrivais des articles, je faisais des titres, etc. Je lisais beaucoup de bandes dessinées, des journaux de bandes dessinées, donc Spirou, Pilote, À Suivre, Tintin. Quand j'avais un petit peu de chance, je pouvais tomber sur un mensuel que laissait traîner mon oncle qui s'appelait Harakiri, pour ceux qui connaissent. Analyse peut-être. Mais donc j'aime faire des journaux. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point qui va aussi avec le caractère passionné de mes activités, si on veut, c'est que après, il peut y avoir différents types de profils dans les carrières professionnelles, mais moi, on n'est jamais beaucoup venu me chercher. Il est possible que de temps en temps, on soit venu me chercher, si je veux être vraiment honnête et franc. J'ai eu quelques opportunités, mais la plupart du temps, il a fallu que je prenne mes rames et que j'y aille. J'ai connu les lettres de refus des éditeurs, moi aussi, à plein d'égards.
J'ai connu le salariat un peu exploité, j'ai connu, bon bref. Et donc il y a une chose que j'ai assez vite compris, c'est qu'il fallait que j'aille chercher mon propre business et que j'y aille tout seul, en quelque sorte. C'est-à-dire que je conserve un esprit d'indépendance, peut-être à tort, hein, parce que parfois je me dis justement là, dans les problématiques liées au développement de ma société qui s'appelle Vagator Productions et qui publie les cahiers de la BD, qui va bientôt faire naître un label de bande dessinée dédié à la réédition du patrimoine et aussi aux jeunes auteurs contemporains. J'estime qu'il faut que je reste seul maître à bord. Donc c'est vrai que le financement participatif pour ça a vraiment un grand intérêt. Là-dessus, en lisant sur mon iPhone un article du Monde, je tombe sur Lorraine, donc que je ne connais pas. Il est probable que je lise jamais sa bande dessinée, mais pourquoi pas d'ailleurs. Je crois que c'est pas mal. Je trouvais que c'était assez bien dessiné, ce que j'ai plutôt bien dessiné. Et je pense que le sujet doit être intéressant puisqu'elle a récolté donc 200 000 €, je ne sais plus quoi. Alors là, je me dis, ah, dingue, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut savoir que dans la presse, très brièvement, mais quand vous sortez un trimestriel, ce qui est mon cas, les recettes des ventes de ce numéro sont payées 30 jours avant la sortie du numéro 2, ça veut dire qu'on est déjà 4 mois après le numéro 1, avec un billet à ordre à 60 jours. C'est-à-dire qu'on est déjà 6 mois après la sortie du numéro 1, sachant que le numéro 1, quand il sort, on a déjà travaillé dessus depuis 3 mois, surtout quand c'est un premier numéro. Donc en gros, je ne sais pas comment vous dire, mais ça fait 9 mois que je travaille sur ce truc, et le 25 avril, je toucherai l'argent de la distribution de la presse. Donc il y a une trésorerie pour 3 numéros qui représente à peu près, on va dire, en coût fixe, près de 100 000 €, hein, 90 000 €, je ne sais pas, bon, qui est immobilisé comme ça pendant longtemps. Donc les banques là, c'était même pas la peine d'y penser. Hein, bon, j'ai un petit peu de trésorerie parce que j'ai d'autres activités, mais bon, puis les banques, emprunter cette somme d'argent, ça coûte cher. Ils me l'auraient peut-être prêté, mais enfin bon. J'ai eu cette idée-là, j'ai dit à une apprentie qui travaille avec moi, il faut le faire. Elle est plus jeune, elle a pris le taureau par les cornes, donc je l'ai beaucoup aidée. Maintenant, je pense que je suis capable de lancer une campagne tout seul. Mais j'ai dit, il faut absolument faire ça. Et si on ne l'avait pas fait, je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui pour penser à sortir le numéro 3. Donc ça a été vraiment pas uniquement, mais une bonne béquille pour lancer le projet. Enfin, je peux vous raconter la petite histoire. C'est vrai que Jean Samel m'a beaucoup aidé, que j'ai développé beaucoup d'énergie pour que ce soit un succès. Ma foi, je crois que ça l'a été, je ne sais pas, à l'aune de tes autres projets. Oui, c'est un beau chiffre, et puis c'est plus de 2 fois ton objectif. Ouais. Donc c'est un beau succès. Il faut dire que j'ai mis de ma personne. J'ai mis beaucoup de ma personne, et chemin faisant, c'est pas... moi, je ne sais pas quelles sont les questions que vous vous posez. Je suppose que vous avez déjà entendu dire que la campagne ne se fait pas toute seule. Je confirme que c'est un vrai travail. C'est pas que c'est un labeur terrible, mais c'est que c'est tout le temps. Il faut tout le temps y penser déjà. On va dire tous les jours, plusieurs fois par jour. Si on n'y pense pas une journée, bon, pourquoi pas, mais la deuxième journée, il faut revenir à la charge. Ce qui fait que les autres activités sont un peu cavardées, si on veut. Donc c'est du travail qui est non rémunéré, évidemment, qui, en cas d'un succès, évidemment, n'est pas payé. Et voilà. Alors après, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a atteint ce chiffre-là, précisément, c'est qu'au milieu de la campagne, je crois quelque chose comme ça, moi j'avais des originaux qui traînaient, je ne suis pas collectionneur, mais j'avais des beaux dessins, il m'était arrivé d'acheter des dessins, de faire de temps en temps des affaires, je ne sais pas. J'ai mis une partie de ma collection en vente. Donc en fait, c'est un chiffre qui est juste, mais qui doit aussi beaucoup au fait qu'il y a eu ce système qui a été généré, qui vient aussi du fait que dès le début de la campagne, pour ce qui est de la bande dessinée, alors là, je pense que vous, si quelquefois ici il y a des dessinateurs ou des auteurs, je pense, il y a cette possibilité de contrepartie qui est très mobilisatrice en termes de dons, de donner des originaux. Donc moi, il y a je crois, 14 auteurs au début qui avaient donné des pièces, dont une Kibila, donc c'est vrai que assez rapidement, la campagne a pris un scénario positif. Tu as dit un truc intéressant juste avant, tu disais que tu parlais de marketing.
C'est vrai qu'au-delà des 33 282 € qui ont été collectés et puis des 430 personnes qui se sont soit abonnées, soit ont acheté au minimum un numéro, la campagne de crowdfunding, je me souviens, a aussi l'occasion de faire beaucoup de bruit sur le fait que les cahiers de la BD revenaient, que c'était une résurrection du titre et d'avoir des retombées presse et d'avoir de la communication sur les réseaux sociaux assez massive quand même malgré tout. Les 3-4, on va dire, grands avantages pour moi d'une campagne de financement participatif, on va dire, c'est la somme d'argent. Bon, c'est pas forcément le plus important, mais 2, la création d'une communauté, parce que pour le cas d'un journal, par exemple, j'ai fait 432 Kiss Banker et je suis parti avec 301 abonnés, avant même que le premier numéro soit sorti. Alors les abonnés, c'est un enjeu très important quand on fait un journal, parce qu'on squeeze tous les coûts de distribution et de diffusion, etc. en kiosque ou en livret qui coûtent cher, qui sont payés 9 mois après. Donc ça, c'était très important. L'argent, la communauté, la communication. Alors là, c'est vrai que moi, j'ai halluciné que bon, alors en plus, je découvrais Facebook, donc vous imaginez quoi. Ah, c'est dingue, le mec, il est là-bas et tout. Il y a plein d'interactivités, ça permet aussi de connaître ses lecteurs. Par exemple, sur la campagne de financement participatif, j'étais très étonné au départ que c'était assez mixte, en fait, le profil des contributeurs. Par contre, sur les abonnements en kiosque depuis l'apparition, c'est beaucoup des hommes. Mais ça me permet de savoir aussi, si jamais vous êtes intéressé par le fait d'avoir des lecteurs, qui sont vos lecteurs potentiels. Donc, on ne s'adresse pas de la même façon à un monsieur qui a 60 ans qu'à une jeune femme qui a 25 ans, même si tout l'intérêt, je trouve, pour moi, d'une bande dessinée ou d'une œuvre culturelle ou d'une œuvre de l'esprit, c'est de pouvoir s'adresser aux deux en même temps. Mais cela dit, c'est très fragile. C'est très fragile, même si vous sortez un premier album, on vous dira tout le temps que c'est au 3e que vous verrez vraiment ce que vous valez. Hein, donc déjà, entre le premier et le 3e, il y a déjà le 2e. Mais c'est une économie très fragile. Hein. C'est un peu comme une théière en porcelaine. C'est porcelaine de Limoges, on va dire, pour que ce soit plus fragile encore. Mais c'est des choses auxquelles il faut prêter attention. Je rebondis sur autre chose que tu as dit, tu as parlé des planches. Alors, c'est vrai que quand on dit une planche d'Enki Bilal, tout le monde a pas ça à la maison. Mais alors je vais vous montrer quelques exemples, on va rentrer après dans les conseils vraiment pratiques sur une campagne. Il y a une question. Ah, et puis je vais prendre la question aussi. Je termine juste sur ce que j'allais dire. Même quand vous n'êtes pas très connu, l'idée de, je vous disais tout à l'heure, il y avait des contreparties moyennes à 50 €. Le don moyen sur une campagne est à 50 €. C'est parce que même des jeunes auteurs de bande dessinée imaginent développer des tirages spéciaux, des éditions dédicacées, ou même vendre les planches originales de leurs albums. Et même pour des jeunes auteurs, ça marche en fait. On a plein d'exemples. Il y en a d'ailleurs un qui a été lancé hier, une campagne qui a été lancée hier. C'est une bande dessinée, une biographie de Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, d'une petite maison d'édition qui s'appelle 21 grammes. Ils ont collecté là, en une journée, je crois 800 €, principalement en vendant des tirages de tête. Donc les tirages de tête, vous connaissez si vous êtes familier de la bande dessinée, c'est des éditions vraiment très collecteurs, dédicacées, etc. Ils financent d'ailleurs leur tirage de tête sur KissKissBankBank, parce que la bande dessinée, je crois, déjà financée. Et voilà, et c'est en tirant aussi vers les collectionneurs que ces campagnes marchent bien. Mais on va rentrer dans le détail après des conseils. Alors, qui avait une question? Oui, bonjour Rachel Arvin. Je m'interrogeais, en fait, vous êtes parti avec l'idée de lancer la revue, et il y avait dans le kit de lancement X planches. Mais pendant la campagne, vous avez ajouté des planches perso pour créer un nouvel intérêt. Ouais. Et ça, c'est possible dans le module de KissKissBankBank. C'est-à-dire qu'on a l'objectif, mais dans la route, on peut choisir de modifier, de prendre un itinéraire. Parce que ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Parce que ça recrée un intérêt. La seule chose qu'on ne peut pas faire, et au début je trouvais ça dommage, mais finalement je comprends pourquoi c'est ainsi, et j'avais appelé Jean Semel pour ça, justement, comme c'était une deuxième forme de campagne, on va dire, qui pouvait commencer, je voulais effacer toute la première. Parce que déjà ça prenait de la place sur le menu déroulant, tout était pris déjà. Et Jean Semel m'a dit, bah non, alors sans doute pour des soucis de transparence, mais on ne peut pas, il faut garder la chose intacte. Après je ne sais même pas si techniquement c'est possible. Je vais vous dire, tout peut être changé, sauf 3 choses. Vous ne pouvez pas changer la durée de la campagne, vous ne pouvez pas changer le montant du premier palier, et vous ne pouvez pas supprimer des contreparties qui ont déjà été achetées. Après, tout peut être changé. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supprimer une contrepartie qui a été achetée? C'est tout simplement parce que celui qui a acheté, imaginons que ton dessin d'Enki Bilal devienne un dessin d'un auteur que personne ne connaît,
celui qui l'a acheté va pas être forcément super content d'échanger la contrepartie. Moi je disais pas qu'on l'avait. Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le changer. En fait, au-delà de la transparence, c'est qu'en effet, les personnes qui ont contribué veulent garder la trace de ce qu'ils ont pu acheter. Et puis nous, on trouve important aussi que les personnes qui sont les autres contributeurs puissent savoir que ce dessin d'Enki Bilal est une contrepartie et de garder une histoire en fait, de la campagne. Par contre, votre page... On peut ajouter des contreparties et c'est même très recommandé comme stratégie. Exactement. En fait, c'est ce qu'on s'était dit avec Vincent. Au moment où on a eu une discussion au moment de la campagne, évidemment, les planches d'Enki Bilal, il y avait Pratt, je crois que c'est au début, non, c'est à la fin que tu as mis Pratt. Les dessins d'Enki Bilal, des auteurs très très connus, sont partis tout de suite, évidemment. Et puis une campagne de crowdfunding. J'anticipe un peu ce qu'on va dire après, mais ça démarre souvent très fort parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par les porteurs de projets pour lancer la campagne auprès de leur premier cercle et puis pour le faire savoir. Et puis on se rend très vite compte, moi je préviens, et les personnes qui le vivent s'en rendent compte très bien tout seul après, c'est que dès lors que vous arrêtez de communiquer, dès lors que vous ne faites pas l'effort de relancer votre campagne, et bien en fait vous avez une courbe des dons qui ralentit jusqu'à s'arrêter. Au bout de 5-6 jours, si vous n'avez pris aucune initiative, ça s'arrête. Et donc du coup c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Vincent au milieu de la campagne de se dire comment est-ce qu'on peut relancer la campagne. Je vous montrerai la courbe tout à l'heure parce que je l'ai mise dans la présentation, elle est quand même vraiment bonne, mais c'est vrai que le fait de pouvoir... Donc, Vincent m'a dit, moi j'ai une trentaine de choses à donner, et on s'est dit, plutôt que de faire 30 contreparties, on va en faire une par jour, on va donner rendez-vous à tout le monde de venir chaque matin découvrir la contrepartie du jour. Il y aura parfois des choses assez modestes, et puis un jour il y aura un dessin du Pratt. Et du coup, ça va énormément parler dans les communautés de collectionneurs de bande dessinée, c'est ce qui s'est passé. On a maintenu du coup un trafic sur la page qui était très élevé. Et vous, en tant que porteur de projet, votre principale préoccupation au quotidien, que votre campagne est lancée, c'est comment est-ce que je fais venir des gens sur la page. Parce que vous savez que sur les personnes qui vont venir consulter votre campagne, il y a entre 1 et 2% qui vont vous faire un don et qu'en moyenne ce don sera autour de 50 €. Et du coup c'est comme ça que vous allez avancer et progresser. Et votre initiative qui est tout à fait maligne, qui est de dire pendant un mois je vais mettre des trucs dont un dessin d'Hugo Pratt un jour, je suppose que vous n'avez pas joué aux enchères, c'est-à-dire qu'à un moment, tel jour c'était un dessin de machin, le premier qu'il achetait, c'était fini, rendez-vous demain. Exactement. Oui, et c'est pour ça que du coup les gens venaient tous les matins. Il y avait tous les prix, hein. Il y avait je me souviens, un pâte de mouche signé par Johannes Farr, qui s'est empressé d'ailleurs d'être vendu, et Johannes Farr lui-même, après s'est empressé d'aller sur Twitter pour dire que c'était dégueulasse et que celui qui avait fait ça, de vendre ça, il n'avait aucun respect pour les auteurs. Et donc ça c'était 80 balles. On ne disait pas ce qui allait venir. Hein. Non, on ne disait pas un jour il y aura. Ça aurait été pas mal peut-être, mais c'est une bonne idée en tout cas. Un peu putassier de dire il y aura un Pratt, mais on ne sait pas quand, il ne vaudra pas cher. Ah oui, puis ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à un moment, à la fin, j'ai tout laissé les prix de je ne sais plus combien. Et tu as donné le Johannes Farr, ce qui était assez élégant. Ah oui, du coup j'ai donné le Johannes Farr. Mais je l'ai mis à 0 €, il a mis le prix d'un abonnement et le premier qui l'a mis tout de suite, il a été. On peut aussi intervenir sur la valorisation des contreparties. Vous avez baissé les prix. Ah, si. Ah oui, on peut baisser le prix. Oui, on peut baisser le prix. Moi, j'ai constaté. Non, mais pas en tant que contributeur. En tant que contributeur, on ne peut pas agir sur le prix. C'était ça votre question ou c'était le porteur de projet? Je suis en train de monter la campagne. D'accord. Ah si, moi j'ai baissé les prix. On peut, mais je crois que. Enfin, moi j'ai changé. Vous avez réussi à le faire. À condition que. Enfin, toi, c'était l'avantage d'avoir des contreparties pendant une pièce. Vous ne pouvez pas changer de contrepartie qui a déjà été acquise. Ah oui, il faut qu'il y ait une pièce disponible. Ou que personne n'ait acheté. Vincent explique qu'il a changé sa j'ai solvé. Il a soldé le dernier jour. Ouais. Mais sur ce qui n'était pas acheté. Ouais, je sais plus trop ce que j'ai fait là. Non, mais je trouve ça intéressant parce que ça peut recréer une action sur le dispositif. Il y a une autre question en haut. Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait créer une page en anglais pour un appel à dons à l'international. Oui, vous pouvez même faire une page en plusieurs langues. Ça, c'est un des avantages de KissKissBankBank concurrentiel par rapport à nos concurrents, c'est qu'en fait, on a une fonctionnalité qui fait qu'avec une même URL, c'est-à-dire la même adresse du site, de votre page en fait, la langue, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 langues, je crois qu'on en gère 8, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et la langue va s'adapter automatiquement. Donc tout le monde va aller sur la même URL, sur la même page. La langue va s'adapter automatiquement à la langue de votre navigateur. Et par défaut, ce sera en français. Donc si vous avez un navigateur configuré en anglais, pardon. Donc on peut recevoir des dons de n'importe quel pays en fait. De toute façon, même si votre page est en français, vous pouvez recevoir des dons de tous les pays, ça n'y a pas de problème. Et du coup, une autre question pour les langues, est-ce que vous avez l'espéranto? Non. On a des contributeurs dans 176 pays aujourd'hui.
Espéranto, on gère ça encore. Bientôt peut-être. Et du coup, est-ce que vous avez des pistes bancaires qui ne sont pas français, ou alors est-ce que la communauté est exclusivement française? 176 pays. On a des gens dans 176 pays. Et votre top 10, c'est quoi? Votre top 10 de pays contributeurs? C'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'Europe francophone en premier. France, Belgique, Suisse. Et après, mais on a des surprises. En fait, les personnes qui vont venir contribuer à votre campagne sont les personnes que vous allez viser dans votre communication. C'est votre cible. Je vous donne un exemple qui n'est pas la bande dessinée, mais qui va vous faire comprendre ça. On a un jour reçu un projet d'un documentaire français qui s'appelait Mr. Gay Syria, qui était un documentaire sur les persécutions sur les personnes homosexuelles en Syrie. Et en fait, cette page, elle était, comme vous le pensiez tout à l'heure, en deux langues, en français et en anglais. Et il s'est passé quelque chose sur la communauté gay à New York, aux États-Unis, en tout cas à New York semble-t-il, qui fait que 75% des contributions sur la campagne sont venues des États-Unis. Voilà, donc en fait, je pense que le producteur a dû faire, je n'ai pas géré cette campagne, mais j'imagine que le producteur a dû faire une action en communication auprès des États-Unis. Après, il y a une viralité qui s'enclenche. Hein. Dès lors que votre troisième cercle est là et que votre campagne marche, le succès appelant le succès, en fait, une personne qui contribue, qui trouve que votre projet est formidable, le partage sur sa communauté, et puis c'est ce qu'on appelle la viralité, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une campagne de crowdfunding, et c'est ce qui arrive quand on arrive à toucher un troisième cercle, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas, et qui ne s'intéressent qu'à votre projet. Voilà, et ça arrive souvent sur des sujets avec des causes ou des dimensions associatives, mais pas que. C'est quoi déjà le deuxième cercle, j'ai oublié? Alors le premier cercle, c'est tes proches, c'est tes amis, ta famille. Le deuxième cercle, c'est ta communauté. Donc, par exemple, c'est les personnes qui sont sur la page Facebook des cahiers de la BD, qui ne sont pas forcément des gens que tu veux rencontrer. Dans mon cas, c'était plutôt mon réseau. Ouais, c'est ça, le retour réseau. C'est amusant parce que ça me revient maintenant. Moi, j'ai pas fait la première communauté. Je l'ai faite, mais que très tardivement. Parce que j'avais d'autres choses à faire et tout. Et comme quoi, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Non, ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut dire que moi, j'avais un très gros réseau, numéro 2. J'avais un très gros réseau. Donc, le réseau, je l'ai activé en premier. Et après, je peux vous dire, par exemple, genre, j'ai dû faire un mail à mes 14-15 amis proches, on va dire, je sais pas. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Il a changé d'amis alors. Ils ont dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Nous, pour le coup, c'était l'inverse. On avait fait, la majorité, c'était le premier cercle, et en 3 jours, on avait notre projet qui était financé. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des règles, des standards un petit peu, mais il ne faut pas hésiter, je pense, à faire preuve de créativité. Enfin, moi, à mon sens, le caractère principal étant l'énergie qu'on met là-dedans. Je passe très vite sur les projets pour vous amener à ce que vous dites. Ça va vous répondre, je prends vos questions juste après. Quelques exemples de bande dessinée, je passe très rapidement, je ne les commande pas. Une biographie de John McLaughlin qui a été financée en bande dessinée. Une vraie autobiographie, hein. Il a dicté ses mémoires à un auteur de BD qui a été publié chez Glénat il y a quelques années, qui maintenant vient s'auto-financer sur KissKiss. Les requins marteaux ont fait une campagne chez nous, c'est un éditeur indé, vous connaissez peut-être. Ça, c'est un auteur belge qui a financé sa BD et qui était un petit blogueur. Voilà, une BD sur l'histoire d'Avignon, plutôt documentaire. Ça, c'est un projet plutôt jeunesse. Je vous laisse regarder les montants et je vous enverrai d'ailleurs, si vous voulez, la présentation pour que vous puissiez regarder en détail. L'employé du mois avait financé une exposition à Angoulême il y a 2 ans, 3 ans. Et plus amusant, depuis a fait une campagne caritative avec l'Argo Winch, qui était porteur de projet, qui venait chercher de l'argent pour une association qui s'appelle CARE. Là, leur intérêt, c'était clairement de faire de la communication. Exactement, c'est pour ça que je l'ai mis. Et en plus, tout le monde est marqué. Ils ont fait bon que toi, t'as vu. Et je passe sur les jeux vidéo, parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Alors, je voulais juste voir les premiers cercles. Voilà, c'était ça. En fait, l'importance du premier cercle sera plus forte si votre projet est petit et sera de moins en moins forte. Voilà, pour un projet comme les cahiers de la BD, on est fait à 35 000 €. Forcément, on va aller plus taper sur le deuxième et sur le troisième cercle. Mais c'est vrai que si vous avez un projet... L'an dernier, il y a une personne qui était dans cet amphithéâtre qui est venue me voir et qui a fait un projet à 500 € sur KissKiss Bonbon pour une première album jeunesse. Voilà, on a des tout petits projets qui se financent chez nous. Là, je pense qu'elle était plutôt sur son premier cercle. Voilà, quand on est sur 3500 déjà, on est sur 50% premier cercle et puis 50% sur le reste. Voilà, pour vous donner un autre chiffre, la grande majorité des campagnes BD aujourd'hui, elle est entre 2000 et 10 000 €. Voilà, le cœur des campagnes. Après, on peut avoir, je l'aurai tout à l'heure, on peut avoir des campagnes qui font beaucoup plus, mais souvent, c'est une chose importante pour vous, je pense à entendre, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. En gros, il y a 3 personnes qui en France ont fait plus de 100 000 € sur de la bande dessinée, et c'est que des youtubeurs et des blogueurs.
Cette année, c'était pas chez nous, il y a un record européen qui a été cassé par une BD qui s'appelle les FDP de Tabonia. Je traduirai pas FDP, vous avez compris ce que ça voulait dire. C'est pas vraiment une bande dessinée, c'est un projet en bande dessinée fait par 5 youtubeurs qui collectivement ont plusieurs millions d'abonnés. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile quand vous avez une communauté de... Collectivement, je crois qu'ils étaient à 10 millions tous ensemble. Vous allez collecter 450 000 euros qu'un auteur de bande dessinée qui n'a pas de communauté existante en ligne. C'est pas le même travail. Voilà. Donc il faut avoir en tête plutôt les chiffres modestes. On a dit une campagne moyenne est à 4 500, 5 000 euros. Ça, c'est accessible pour vous. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous arrivez à vous constituer une communauté ou si vous arrivez, et ça c'est très important à comprendre, à aller chercher des communautés que vous n'avez pas. Moi, j'ai parfois eu des porteurs de projets, alors je vais au-delà de la bande dessinée, mais qui ont su trouver une communauté chez un youtubeur, qui sont allés acheter de la visibilité sur des chaînes en disant voilà, je sais que c'est ma communauté et je préfère investir. J'ai un exemple en tête de quelqu'un comme ça qui a donné 2 000 euros à un youtubeur pour faire une vidéo sur une campagne qui ne marchait pas, et il a collecté 10 000 euros dans la nuit qui a suivi la mise en ligne de la vidéo sur YouTube. Voilà, il y a aussi cette capacité de se dire si moi j'ai pas ma communauté, est-ce que mon sujet, est-ce que ma création, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place peut intéresser une communauté de quelqu'un. Voilà, est-ce que ma cible, je l'identifie, elle est chez quelqu'un. Si je suis capable de l'identifier et que j'y crois vraiment, ça vaut la peine d'investir de l'argent. D'ailleurs, le crowdfunding, c'est souvent l'investissement, même les campagnes. Alors, on a tous entendu parler de campagnes sur Kickstarter qui font 1 million, 1,5 million de dollars. Moi, je peux vous dire, parce que je connais des gens qui ont travaillé sur ces campagnes, qu'une campagne à 1 million de dollars sur Kickstarter, c'est un investissement minimum en publicité de 150 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a 15% qui sont préinvestis à l'avance. Il faut quand même avoir cette trésorerie-là pour aller chercher 1 million sur une plateforme de crowdfunding comme Kickstarter. Voilà, ça n'est jamais magique, le crowdfunding. En fait, c'est des règles qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, qu'il faut suivre. Et après, à tous les niveaux, quel que soit le volume que vous allez chercher, que vous allez chercher 500 euros ou 150 000, en fait, c'est une question de travail, de communauté, et de création ou d'activation de communauté. Je trouve très difficile, j'en ai fait une c'était une campagne musicale sur KissKiss, qui est partie à 8 000 et qui est arrivée à 12 000, donc elle est tout à fait réussie. J'ai trouvé très difficile l'activation du troisième cercle, à savoir qu'on l'a fait à deux, le musicien et moi, et on s'est rendu compte, grosso modo, qu'à tous les stades de la collecte, grosso modo, 80% des gens, c'était des gens que nous pouvions identifier, le musicien ou moi, tous les deux, donc c'était des gens que nous connaissions. Et les 20% restants, nous ne savions pas si c'était des parfaits inconnus ou bien des amis d'amis. Je ne le sais toujours pas. Mais j'ai trouvé ça très compliqué, de manière générale, d'arriver à toucher une communauté, alors que c'était un projet plutôt avec des pros, on n'était pas des amateurs. J'ai trouvé ça très compliqué. Et donc là, c'est plutôt votre responsabilité, qui est de dire, ok, vous mettez de la com, et un pouvoir de com par rapport à votre communauté. Je ne sais pas dans quelle mesure votre communauté est réactive aux campagnes qui ne les concernent pas directement. Oui, mais là, il y a... De toute façon, quand on fait une œuvre de l'esprit, une œuvre culturelle, ou que sais-je, il y a un moment donné où le truc nous échappe, heureusement. Ce qui est génial avec, je trouve, avec ce type de campagne, enfin moi j'ai appris beaucoup, c'est qu'on touche un peu à tous les aspects de cette industrie culturelle. Parce que, enfin, c'est mon opinion, moi j'estime que lancer une campagne de financement participatif pour permettre à quelqu'un de faire un album de bande dessinée, et donc, disons, d'évaluer son temps de travail pendant 6 mois, 1 an, etc., le financer, il fait l'album de BD. Oui, mais ça, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Moi, je trouve que ce qui a un intérêt, c'est ensuite que ce livre-là, il aille sur le marché. Alors là, c'est pire. Sur le marché, vous n'avez aucune visibilité. Le livre, il peut être à la médiathèque de Limoges, à la FNAC Montparnasse, que sais-je. Donc ça, c'est tous des aspects qu'on doit avoir à l'esprit et qui sont très enrichissants. Par exemple, là, quand je voyais le projet passer sur Avignon, j'ai cru remarquer très rapidement qu'il a bien fonctionné. C'est évident, parce que tous les Avignonnais du coin, etc., ils ont tous participé au truc. Alors je ne dis pas qu'il faut faire un produit super marketé non plus, ça n'a pour moi non plus aucun intérêt, mais je pense que c'est des choses auxquelles il faut penser, à quel type de communauté on s'adresse. Pourquoi moi par exemple j'ai senti que les campagnes de financement participatif et ce qu'on appelle donc ces communautés, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, mais pour les cahiers de la BD c'était évident. Les cahiers de la BD c'est un journal qui a existé de 69 à 90, il y a eu plein de lecteurs. C'est ces gens-là, je ne sais pas, j'en ai retrouvé quelques-uns je pense. Mais je veux dire, si j'avais appelé ça Bang, par exemple, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact, notamment sur le troisième cercle, des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, en tout cas, et qui partageaient cette passion pour les journaux de bande dessinée. La capacité à chercher le troisième cercle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, en effet, c'est pas une science exacte, là, pour le coup. Déjà, il y a la qualité du projet, hein, on le dit jamais, mais la réalité, c'est quand même un projet très attractif contre un projet qui ne l'est pas.
Nous, on n'est pas là pour juger de la qualité du projet. Au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'éligibilité du projet et puis les qualités minimum que doit intégrer la page, on n'est pas là pour dire cette BD, elle est belle, elle n'est pas belle, elle est bien faite ou elle n'a aucun potentiel. Là, à partir de ce moment-là, moi, mon avis importe peu, celui de lecteur. La capacité à trouver le troisième cercle, quand même, globalement, elle va être liée à... Ce qui marche, c'est quand on parle de vous en votre nom. C'est-à-dire quand n'importe quoi, la page Facebook de Télérama partage la campagne sur votre bande dessinée, a priori, c'est que vous allez plutôt facilement trouver votre troisième cercle. Si personne parle de vous, en fait, c'est ça aussi la vertu du crowdfunding, c'est qu'elle va vous permettre de tester l'intérêt de votre projet auprès, pas que de votre communauté, mais au-delà. Votre famille, en effet, quand tu dis que tes proches ne t'accompagnent pas, d'une certaine façon, c'est positif parce que ça veut dire que tu as réussi à aller très au-delà de tes proches et que les cahiers de la BD, finalement, c'est validé par le fait qu'il y a 400 personnes qui s'abonnent avant même de voir le journal dans un kiosque. Ma mère a participé. Voilà, donc le troisième cercle, nous on le voit assez bien parce que, je vous l'ai dit, on a une communauté d'1 300 000 personnes, on a des newsletters ciblés, on a des outils de plus en plus affinés puisqu'on est capable maintenant de voir que parfois certaines personnes qui donnent sur une campagne vont aussi donner sur une autre, donc on va être capable de cibler ces mails. Et puis on a, je ne sais plus, 150 000 personnes sur Facebook, 25 000 sur Twitter, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on voit très bien que parfois on partage une information et que d'un seul coup, il y a plein de contributions. Et parfois pas. Voilà, c'est parce que parfois les gens s'intéressent à ce qui est sur la plateforme et puis parfois ils sont passés du troisième cercle. On ne peut jamais dire à quel moment ça va marcher ou pas, mais parfois d'un seul coup ça s'emballe. On a cette année des youtubeurs qui font une vidéo politique qui s'appelle DataGull, une communauté que vous connaissez peut-être, qui ont collecté plus de 300 000 €. Le truc est parti. On a un magazine qui s'appelle F2 aussi qui est venu chez nous. Parfois les campagnes s'emballent complètement. Ça a été fait sur KissKiss. Oui, c'était sur KissKiss. Et là, évidemment, c'est des histoires magiques, on adore quand ça arrive. Et ça, le film Demain, par exemple, 430 000, 450, merci. Voilà, c'est une très très belle histoire. Enfin, là, vous prenez deux exemples de personnes ultra connectées, VIP. Pour Demain Oui. Alors, en fait, je vais vous surprendre, mais... DataGull aussi. Alors, DataGull, oui, bien sûr, c'est parce que la chaîne YouTube existait déjà et qu'ils avaient des abonnés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr. Mais Demain, je vais vous surprendre parce que c'est pas forcément la notoriété des personnes qui a joué, mais plutôt l'engagement de l'association Colibri. Mélanie Laurent, qui s'occupe de la fondation Ushuaïa Colibri, c'était quand même un vecteur de plus de 1 300 000 mails. C'est Colibri plutôt, c'est pas la fondation Nicolas Hulot. Non, mais peu importe, de toute façon, le Oui, plus vous avez raison, au fond, vous avez raison. De réseau VIP, qui n'est pas seulement une input de Facebook, parce qu'aujourd'hui, vous disiez que vous êtes vieux, vous entrez sur Facebook, mais en fait, Facebook, c'est déjà vieux. Ouais, carrément. C'est dingue, ça va très très vite. Aujourd'hui, les 15-16 ans, ils voient Facebook, c'est pour les vieux. Donc c'est quand même... Mais ce que je veux dire sur Demain, c'était formidable, mais c'était un livre par une incroyable association, Planète, qui sont des bulldozers avec des newsletters, des mailings à plusieurs millions de personnes. Donc l'auteur de BD qui a 12 amis. C'est vachement compliqué d'avoir ce troisième cercle de VIP qui en plus va donner sans compter quelque part. Alors, oui. Je vais l'impression que c'est pas très comparable notre contexte. Je vais juste me permettre, je travaille chez KissKiss dans le Mans. J'étais là, j'ai notamment accompagné la campagne de Demain. Demain, c'est l'archétype d'une communauté en fait. Mélanie Laurent, elle fait je pense les 50-70 000 derniers euros à communiquer dessus. Et Demain le film, la campagne commence quand Pierre Rabhi, qui est le fondateur de Colibri, avec Cyril Dion qui porte la campagne et ce documentaire, fait un post Facebook. Et c'est plus de 200 000 € collectés en une journée, avec un panier moyen qui est un tout petit peu en dessous de 30 €. Donc c'est du don de membres de l'association Colibri. C'est pas du tout de la paillette du star du VIP. Oui, attendez, j'ai absolument pas dit ça. Moi je vous dis ça parce que je connais les gens de la fondation Ushuaïa et je sais qu'ils ont aidé quand Nicolas sortait son bouquin Agir, je crois, que ça a été présenté à ce moment-là. Donc je ne vous dis pas des infos, c'était de la paillette, pas du tout. Je trouve qu'il y avait une énergie au sein de cette communauté du film qui a été formidable parce que ça a rendu rayonnant auprès du troisième cercle un projet.
C'est un peu compliqué quand même. Mais tout le monde n'a pas besoin de passer au niveau. Est-ce que dans l'accompagnement personnalisé, est-ce que c'est justement est-ce qu'il y a aussi un accompagnement au niveau du contact pour établir le troisième cercle? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui prend à temps ou alors Alors, ça dépend vraiment des projets. Moi, j'aide autant que je peux. J'ai évidemment pas la martingale, c'est-à-dire si chaque BD qui venait chez nous pouvait avoir des retombées sur tel ou tel média, ça j'aimerais beaucoup, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. Mais oui, évidemment que depuis que je suis chez KissKiss, on a développé tout un écosystème, on a des mentors, le festival d'Angoulême est un mentor, on a d'autres festivals comme Lyon BD par exemple qui peuvent prendre la responsabilité de partager, de soutenir, de diffuser. On a des contacts assez privilégiés avec les médias. Parfois, il arrive que notre service de presse chez KissKiss, qui est un service de presse généraliste, qui n'est pas spécialisé bande dessinée, mais travaille sur des campagnes de BD ou sur des campagnes de films d'animation. On a aussi un écosystème de partenaires techniques, d'imprimeurs, de logistique. Donc on aide sur beaucoup d'autres choses que l'accompagnement, le coaching de la campagne de pub. Quand on peut aller au-delà, évidemment qu'on le fait avec plaisir. Mais par contre, on n'a pas un truc qui se déclenche comme ça, où on va dire on voudrait telle publication dans tel support, ça ne marche pas comme ça. Okay. Et ça dépend aussi de l'intérêt de notre projet, c'est-à-dire que nous on a des partenaires, on a des gens qui peuvent relayer, mais quand on a un partenaire qui dit moi je cautionne pas ce projet, en fait, on n'a pas nous évidemment la capacité à leur imposer de relayer quoi que ce soit. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Je crois qu'on a encore un petit quart d'heure, on est déjà en train de dépasser, 10 minutes même. Et je n'ai pas commencé à rentrer dans la partie conseil, ce qui est un peu embêtant. Ça, je crois qu'on a tout dit, durée 60 jours maximum, moyenne 44, et la commission de 8%. Je vais passer les cercles de financement, je crois aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé. C'était oui, alors après sur les gros montants, on a une commission qui est réduite. Si ça vous voulez, ça va Non, c'était le slide. Sur les conseils que vous venez de donner. Ouais. Non, en fait, je vais y revenir, c'est pour ça que je passe un peu sur la durée. Et les cercles de financement, je crois que vous avez compris l'histoire des 3 cercles. Si vous avez des questions à la fin de la conférence, je resterai là et vous pourrez venir me les poser. Puis je poserai aussi mes cartes de visite sur la table, donc vous pourrez m'appeler ou m'envoyer des mails. Je vais essayer de rentrer quand même dans des détails un peu plus concrets. Et on va essayer de rentrer avec le cas pratique de Vincent, puisqu'on a la chance de t'avoir. Je pense que la première étape, quand vous lancez une campagne de crowdfunding, c'est d'essayer on l'a dit tout à l'heure, mais de savoir quel est votre public, savoir voilà, à qui s'adresse mon projet, quelles sont ses caractéristiques et qui est mon contributeur cible. Bon, c'est des choses qu'on a déjà dites, mais c'est comme ça aussi que vous allez réussir à étendre la communication auprès du 3e cercle. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la personne qui a réussi à trouver un youtubeur qui était exactement en phase avec la cible de ses lecteurs, puisque c'était un éditeur, c'était pas une bande dessinée, mais c'était un éditeur. Voilà, c'était une démarche qui était extrêmement intelligente, extrêmement pertinente pour accélérer sa campagne. Et là, ça répond vraiment complètement à votre question. C'est un travail en effet de communication et vous êtes les mieux placés pour savoir sur votre projet qui sont vos lecteurs et à qui il peut vous intéresser beaucoup plus que moi. Donc ça, c'est un travail vraiment préalable. Le travail de préparation va être vraiment ces activations de communauté, la vôtre, et si vous pouvez y réfléchir au-delà de ça. Je ne sais pas comment toi tu as réfléchi pendant la campagne. J'ai réfléchi à peu près à tout ça, mais peut-être pas dans l'ordre. Non, mais c'est sûr que dans le cadre d'un journal, on pense de toute façon à tout ça. Un journal vendu en kiosque, en librairie et grand public. Oui, j'ai répondu à tout ça bien avant j'avais répondu à tout ça bien avant de penser à KissKiss BanBan, c'est clair. Cela dit, on n'a pas toujours de réponse définitive. Connecté, non connecté, ouais. La taille, c'était compliqué, on en avait parlé, je me souviens. On ne savait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le crowdfunding te permet aussi de corriger certains de ces éléments, parce que tu vois qu'ils donnent. La deuxième chose est de définir son objectif. Quand je parle de l'objectif, c'est l'objectif financier. Donc celui des cahiers, c'était 15 000 €. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est combien est-ce que je peux collecter sur mon projet qui est une question qui n'apporte jamais de réponse, puisqu'elle est liée, comme on l'a dit tout à l'heure, à la communauté. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours partir du besoin et de faire en sorte que ce besoin soit le plus bas possible. Pourquoi? C'est que si votre objectif final, ce qui était ton cas d'ailleurs, je crois que ton objectif réel était de 30 000 €, et je t'avais dit, il vaut mieux que tu sois à 15 000 et que tu fasses 200%, parce que tu vas donner une impression de succès qui va faire que les gens vont te donner plus facilement. Alors que si tu sues 100 et haut jusqu'au dernier jour pour arriver au 100%, les gens ne vont pas savoir si au final ils vont être abonnés ou pas, ils vont être un peu plus freinés par l'idée de participer au début. Moi j'avais l'idée inverse, je m'étais dit que dès que les 15 000 seraient obtenus, plus personne contribuerait.
En fait, ça va être le cas. Voilà, donc il vaut mieux partir en effet d'un objectif modeste, mais par contre, moi je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est de se dire voilà, si je m'auto-édite, mon besoin minimum il est de temps. Ou alors, parfois j'ai des auteurs qui. Alors ça c'est une question aussi, je pense que vous allez poser, donc je me la pose à moi-même. Est-ce que le crowdfunding impose une auto-édition ou est-ce qu'on peut faire un crowdfunding et aller chercher des éditeurs? Clairement, quand vous lancez une campagne de crowdfunding sans éditeur, il faut que vous ayez en tête ce plan d'auto-édition possible, que vous ayez fait des devis, que vous sachiez combien ça coûte et comment vous allez le faire et dans quel délai. Mais ceci dit, j'ai des auteurs parfois qui font des campagnes de crowdfunding pour se donner du temps de travail, avec cette idée de se dire peut-être je ferai de l'auto-édition et on verra bien, et qui derrière vont chercher des éditeurs. La bande dessinée de John McLaughlin tout à l'heure, l'auteur Bruno Rocco, il est en discussion souvent avec des éditeurs américains. Son projet il n'a pas plu en France. Alors depuis qu'il a fait le crowdfunding, il est écouté par les éditeurs par contre, parce qu'il a quand même collecté 18 000 €. Donc mais il me dit, le problème c'est que je me retrouve, pardon, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'éditeur dans la salle, mais il me dit, je me retrouve des gens incultes qui ne savent même pas qui est John McLaughlin, donc on part très très loin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jazzman très important dans les années 70. Et bien alors qu'aux États-Unis, les mecs savent qui c'est et du coup ils sont intéressés par le projet. Donc ils pensent qu'il va d'abord éditer sa vidéo aux États-Unis et que ça sera des droits vendus des États-Unis à la France et que ça marchera mieux comme ça. J'ai une histoire qui n'est pas une bande dessinée mais qui est un éditeur de bande dessinée qui est Glénat. Un livre sur Brigitte Lahaie, l'actrice de films érotiques, qui a collecté 50 000 € sur Kiss Kiss Bang Bang. C'était avant qu'elle dise des bêtises en interview, donc les gens étaient plus prêts à l'époque, je pense, à soutenir le projet. Et cet auteur m'a dit qu'il avait fait le tour de toutes les maisons d'édition avant de faire sa campagne sur Kiss Kiss et qu'il n'avait eu que des refus. Il m'a dit qu'après avoir collecté 50 000 € sur Kiss Kiss Bang Bang, il avait reçu la semaine qui avait suivi la fin de la campagne 5 propositions d'éditeurs. Voilà. C'est aussi ça la magie du crowdfunding, c'est que vous êtes parfois capable de prouver l'intérêt d'un projet auquel personne ne croit. D'ailleurs, il y a eu un article dans Le Monde il y a 2 jours sur le crowdfunding et la bande dessinée, je ne sais pas si vous l'avez vu, et l'article se termine là-dessus pour dire en fait, que le crowdfunding vient laver d'une certaine façon la frilosité des éditeurs qui est de plus en plus importante. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Vincent. Ils sont tout le temps frileux, quoi qu'il en soit. Okay. Par contre, tu ne m'avais pas dit d'anticiper la fiscalité. Ah. Et je l'ai fait tout seul. C'est bien. C'est quoi le taux de transformation? C'est-à-dire taux de transformation 1 à 2%, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est le nombre de personnes qui contribuent par rapport au nombre de personnes qui sont venues lire la page. Ah, okay. Il y a 100 personnes qui viennent, il y en a un qui prend. Ou deux. Quand vous parlez d'anticiper la fiscalité, c'est-à-dire il y a les revenus que les 33 000, là, il faut les passer comment? C'est-à-dire que chaque fois que vous gagnez de l'argent en France, il faut payer des impôts. Alors, ça, on est d'accord, mais par exemple, les 33 000, on peut mettre un cash flow, évidemment, pour financer la production. Pourquoi vous allez payer un impôt sur le cash flow? Alors soit vous êtes... alors moi je suis pas expert comptable, ce que je vous recommande de faire c'est si vous avez à un moment une grosse collecte, c'est de demander conseil à un expert comptable, mais ce que je peux vous dire pour donner les grandes règles, c'est que déjà il n'y a pas de droit de la fiscalité du crowdfunding en France. Donc c'est le droit commun qui s'applique, et le droit commun n'a pas été pensé pour le crowdfunding. Donc aujourd'hui, nous ce qu'on recommande c'est la prudence. En gros, si vous êtes une société, ça relève de l'impôt sur les sociétés, et du coup vous pouvez aussi déduire vos charges comme les frais d'impression, les frais d'édition. Et si vous êtes un particulier, en principe, ça relève d'un revenu, et donc ça doit être déclaré avec votre revenu, comme un des revenus de la maison. Moi j'ai déjà interrogé mon comptable, clairement il m'a dit recettes, dépenses, ça s'équilibre, donc il n'y a pas d'impôt. Si vous avez tout dépensé, oui. Mais vous n'êtes pas une société peut-être. Moi je sais qu'il y a une procédure un peu... Si vous êtes une société, vos charges sont déductibles, en effet, oui. Anticiper la fiscalité, ça m'interroge, s'il y a un... Vous l'avez anticipé, puisque vous avez demandé à votre expert comptable. Non, mais parfois vous collectez beaucoup plus que ce que ça vous coûte. Et ben on dépense plus, c'est pas grave. Ah ben oui, d'accord, mais ça, c'est un choix d'entrepreneur. Mais par contre, si vous dépensez moins, il y a... Allez-y. Du coup, dans l'accompagnement, il y a aussi l'aide pour anticiper la fiscalité ou pour... Non, ça, moi je vous donne, je vous parle voilà comme ça, je vous dis ce que j'en pense, mais par contre je suis pas expert comptable, donc moi je vous renverrai toujours vers un expert du sujet. Il y a une façon de faire. Il y a une question depuis longtemps en haut. Moi je comprends pas bien comment ça marche dans le cas où celui qui a récolté 18 000 € et qui finalement est contacté par un éditeur. Oui. Et ben du coup si la première des contreparties, que la contrepartie de base c'est quand vous participez, vous avez la DD.
et ben après il y a un éditeur qui vient et qui édite la BD. Est-ce qu'on peut encore, enfin comment on gère sa première ça veut dire que tous les contributeurs ont reçu pour la campagne Brigitte Lahaie ont reçu un livre Glénat. Ça veut dire que lui, quand il est allé voir Glénat, et que Glénat, forcément Glénat l'a contacté, c'est eux qui ont pris l'initiative de le contacter après sa campagne, forcément ils ont accepté d'endosser, je ne sais pas à quelles conditions, il a négocié ça avec son éditeur, mais forcément c'est sûr que quand vous collectez 50 000 €, vous pouvez négocier une avance par exemple qui est moins importante, qui est moins élevée, un pourcentage qui est différent. Après c'est une question de négociation, comme quand vous êtes jeune auteur et vous allez voir un éditeur, je pense que quand vous avez collecté 50 000 €, vous avez plus de poids de négociation que quand vous n'avez rien fait. Dans ce cas de figure, ça veut dire un distributeur à la clé. C'est ça qui était intéressant. Bien sûr. Et un éditeur. Qu'on édite, après il faut distribuer. C'est le principal problème. Surtout que éditer, c'est aussi un vrai métier. C'est pas toujours le même métier que. Il y a des gens qui peuvent faire les deux métiers, mais j'y pensais justement, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Samuel. Laurel, elle a publié la couverture de son livre là, et c'est pas bon. C'est pas un vrai projet d'éditeur. Donc il faut faire attention, parfois on peut endosser toutes les casquettes et puis parfois non. Je pense que dans le cas de Glénat, par exemple, Glénat il a été fortement intéressé et les autres éditeurs aussi doivent être fortement intéressés parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir minorer la valeur. Puisqu'ils ont déjà touché 50 000 €, on va leur prendre leur projet pour 2000. Et eux, effectivement, après, ils sont contents parce qu'ils toucheront des royalties sur les chiffres de vente et qu'ils sont plus un an après. Mais on est gagnants dans ce cas. Allez-y. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une tendance maintenant à ce que les gens mettent un projet sur le site internet et qu'après ils soient contactés par des éditeurs. Donc ils ont non, la vérité c'est que c'est l'exception. C'est pas la règle. Oui. Okay. Je dis que ça peut arriver. Je voulais juste souligner que le fait que le crowdfunding ne s'opposait pas à l'édition. C'est ça qui était important pour moi de dire. Évidemment que les petits projets, même des projets à 10-15 000, ne sont pas forcément dans le viseur des éditeurs. Les éditeurs ne viennent pas sur KissKissBankBank chercher des projets. Et puis il y a des livres qui ne pourraient pas se faire, ça paraît très commun, mais par exemple là, le nouveau label que je vais créer, je vous encourage d'ailleurs à partir de mai-juin à me liker sur Facebook, parce que maintenant je suis devenu un bon petit soldat KissBanker. Et à venir contribuer sur KissBankBank. La libéralisation de la société de façon tout à fait consciente, mais le label rééditera des vieilles bandes dessinées qu'aucun éditeur ne veut plus. Par exemple, un des premiers titres sera le concombre masqué de Mandrika, vous savez, le cucurbitacé un peu surréaliste. Et donc, il est évident qu'on prend là aussi une place également d'éditeur, pour le coup. Juste un conseil. Oui. Peut-être faites une page Instagram aussi. Parce que ça peut... Ouais, alors il y a une jeune femme qui travaille avec moi qui le fait, parce que moi je ne sais même pas ce que c'est. Ok, on se likera sur Insta. Je crois qu'il y avait d'autres questions, mais je ne sais plus où. Non. On avance. Ouais. Si vous avez des questions pour Vincent Bernière, il vous reste 4 minutes pour les poser. Moi je reste un petit peu, tant qu'on ne me chasse pas, je viens ici. T'as pas fini ton slide là? Non, il me reste encore quelques-uns. Non, pas de questions pour Vincent? Il y a des questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, que vous avez défini votre palier, vous allez sur KissKissBankBank, vous allez créer votre page projet. Donc c'est très simple, vous avez un dépôt de projet, ça prend quelques minutes. Si vous avez tous vos contenus, vos vidéos, vos photos qui sont prêtes, c'est pas ça qui vous prendra le plus de temps. On me demande souvent si une vidéo c'est bien. Oui, une vidéo c'est mieux, à condition que ce soit court et percutant et que ça donne envie. Voilà, ça peut être vous face à une caméra qui montrez votre travail, des planches. Il faut que ce soit dynamique, quoi. Voilà, sinon il vaut mieux pas en avoir. Oui. Je me permets de dire en avant-première qu'on va vous offrir gratuitement une appli avec un scénario qui correspond à votre catégorie et vous pourrez faire des vidéos à partir de votre iPhone juste en suivant le scénario. Et c'est pris en charge par KissKiss. Et je la prends en même temps que vous. Oui, désolé. Non, mais t'as raison. Quand on est sur Android, ça bouge tout le temps. Alors, pour l'instant, Android et l'appli sera iPhone, iOS, premier trimestre. D'accord, faut être dans la pomme. Non. Ouais, non. D'abord iOS, pardon. Et Android, premier trimestre, oui. Ensuite, vous serez invité à faire la présentation détaillée du projet. Ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment illustré pour la bande dessinée. Montrez, ne le faites pas trop tôt. Attendez d'avoir des planches, attendez d'avoir des images, montrez ce que vous avez sous le coude.
D'ailleurs, il y a une petite image de Pauline Aubry qui a fait une campagne Kiss Kiss que vous voyez dans Angoulême en ce moment. Juste un petit aparté qui était passé chez nous. Et soignez vos médias. En musique, c'est plus rare, encore que on n'a pas des projets musicaux, on en a vu tout à l'heure. Des photos, même des photos de vous. N'oubliez pas qu'une campagne de crowdfunding, avant toute chose, c'est du storytelling. Il faut raconter une histoire sur vous, sur votre projet, et il faut que vous donniez aux gens envie de vous aider. Mettez-vous dans la tête de la personne qui va venir acheter votre bande dessinée sur KissKissBankBank et demandez-vous si vous receviez un jour un lien pour aller sur cette campagne, qu'est-ce qui ferait que vous avez envie de contribuer. Il faut vraiment se mettre dans la tête des gens. Est-ce qu'ils ont envie de vous aider? Est-ce qu'ils trouvent que le projet est cool? Enfin, voilà, quelle va être la motivation de l'achat de la bande dessinée? Et travailler ça, travailler une histoire autour de ça. Ensuite, c'est important d'être transparent. C'est important d'être transparent sur votre budget, de raconter ce que vous allez faire. Bon, on part du principe que vous n'avez pas d'éditeur, hein, vous êtes en auto-édition, même si vous en cherchez un après. Donc, si vous montrez que vous avez travaillé sur des devis avec un imprimeur, sur l'iconographie, sur la couverture, etc., ben, ça montrera, ça prouvera à vos contributeurs que vous êtes avancé dans votre projet et que vous allez la faire à bande dessinée. Si vous êtes très flou sur tout ça, et j'en vois des projets qui arrivent qui sont extrêmement vagues, c'est moins crédible. Voilà, donc vous avez tout intérêt à passer du temps pour expliquer vraiment votre démarche même entrepreneuriale, expliquer voilà ma bande dessinée, je vais la livrer à telle date et je vais la faire de telle façon. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous allez faire si vous dépassez les sommes collectées. Et ensuite, il va vous falloir déterminer votre stratégie de contrepartie. Donc évidemment, s'il s'agit d'un album de bande dessinée, la contrepartie principale sera la BD. Mais comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, réfléchissez à tout ce que vous pouvez proposer d'autre pour que votre panier moyen ne soit pas le prix de la bande dessinée à 20 €, mais plutôt autour de 50. Donc soignez vos contreparties, comme je l'ai dit, entre 70 et 100 €. Et puis, encore une fois, donnez cette dimension émotionnelle. Les planches, ça marche, même si vous êtes un jeune auteur. Quelqu'un qui aime la bande dessinée sera toujours content de vous acheter un dessin, même à 100 balles. Parce que, déjà, on ne sait jamais, peut-être que votre BD va marcher, qu'elle va trouver son public. Et puis, un original, c'est toujours sympa, même de quelqu'un qui n'est pas très connu. Si j'aime le dessin, si je trouve que voilà, il y a un beau travail, ça fonctionne. Et puis, vous pouvez aussi créer en stratégie des early birds, c'est-à-dire vendre votre bande dessinée un peu moins cher pour les premiers acheteurs. Donc, voilà, pour tous les 50 premiers acheteurs, j'offre les frais de port, je vais me mettre à 5 € de moins, par exemple, enfin, ce que vous voulez. L'idée étant d'aller très vite, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la campagne, il faut vraiment que vous vous donniez comme objectif d'atteindre 20% au maximum de jours après le lancement de votre campagne. C'est très important. Ces 20%, c'est votre premier cercle. Communiquez pas au-delà de votre premier cercle avant d'avoir atteint ces 20%. Et ce que je disais là, réservez une période d'exclusivité à vos contributeurs. Une fois que vous avez atteint 20%, vous pouvez en parler sur votre page Facebook, pas avant. Souvent, le premier réflexe, c'est de mettre une communication sur Facebook, c'est trop tôt au début. Et je vous donne un exemple d'une vraie perte. Enfin, pour moi, c'est très dommage. Un jour, il y a un court-métrage d'animation qui est venu se lancer sur KissKiss. Le court-métrage était connu des journalistes de Première.fr. Donc, Première.fr, c'est un des 2-3 plus gros sites sur le cinéma en France. Première avait dit, on vous soutiendra, on fera une communication sur la campagne KissKissBankBank. Dès qu'ils ont mis en ligne, les producteurs ont appelé Première, et Première a fait un post sur Facebook 5 minutes après. Quand la campagne était à 0 €, ben, elle est restée à 0 €. Alors que si cette communication de Première est arrivée à la fin de la campagne, elle aurait pu avoir un impact extrêmement important. Et du coup, c'était une erreur, en fait. Les conseils n'ont pas été écoutés. Et il faut vraiment construire, étape par étape, votre premier cercle, 20% minimum, votre deuxième cercle, et le troisième cercle. Continuez à travailler le premier et le deuxième en même temps que le troisième. Est-ce que c'est le syndrome du restaurant vide, du restaurant plein? Exactement. C'est exactement ça. C'est que si vous arrivez... Le problème d'une animation, il a marché. Hein, il y avait dans le projet des membres de l'équipe de Ma vie de courgette. Enfin, c'était quand même un projet qui était avec un bon niveau de maturité. Mais il a fini par marcher. Mais il aurait pu aller beaucoup plus loin avec ce soutien-là. Et en effet, si vous avez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vient sur votre campagne, on voit un truc qui dit « Ah, cette BD a l'air super, c'est génial, allez voir ». Vous arrivez sur une page KissKissBankBank, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a été déposée. Elle est à 0 ou à 50 €. Vous avez tout de suite un moment de recul pour vous dire « Attends, si c'est super, pourquoi est-ce que personne donne ?» J'ai une énigme en ayant passé beaucoup de temps sur ton site, c'est les gens qui sont à 0 € et donc, ou même eux-mêmes,
le type qui a lancé la campagne n'a pas mis 5 balles. Je trouve ça incompréhensible. Mais il y a des gens qui le font, évidemment, il y a des gens qui mettent 200 balles ou 1000 balles tout de suite. Oui, non, mais ce que je parle, c'est qu'il y en a qui sont à 0. Ouais. C'est-à-dire que même le gars qui a lancé la campagne, il n'a pas mis 5 balles. Oui, mais ce qui est possible, c'est qu'il n'est pas encore communiqué dessus. Ok, bien sûr. Il n'est pas encore quoi? Communiqué dessus. Moi, je parle de projets qui ont été foirés. D'accord, ok. Et parce que c'est marqué quand tu les vois, et en disant il a été foiré, il a fait 0% de l'objectif. Ouais, 0%. C'est un nombre assez important de campagne en fait, je crois que c'est pas loin de 10%. Mais et c'est des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit en fait. C'est des gens qui. Moi j'ai vu des projets par exemple qui étaient très très bien fichus en fait. Mais les gens font pas ce travail de communication, ils pensent qu'en mettant le projet en ligne, des gens vont le voir et puis vont trouver ça sympa et vont donner. Et sauf qu'en effet, un projet qui est à 0 €, il reste à 0 €. C'est pour ça que l'importance du premier cercle est absolument essentielle. Il y a ça, et puis il y a tout ce qui est pas inhérent à une campagne qu'on ne veut pas deviner, qui est on fait un court-métrage tous les deux, mais il se trouve qu'entre-temps j'ai trouvé un job, donc je décale de 3 mois, donc j'ai lancé ma collègue, donc c'est pas le moment, et tu vois, il y a aussi tous les événements oui, où la campagne n'a plus de priorité. extérieurs, imprévisibles, où il y a des projets qui. On parle quand même de beaucoup de projets qui sont très en amont de leur création, donc forcément plus fragiles que les projets plus matures. Voilà, donc les contreparties évidemment doivent être liées à votre projet. Il faut que vous ayez vraiment en tête d'avoir une contrepartie qui est phare, ça sera votre album. Pour la bande dessinée c'est assez facile, il y a des catégories où c'est beaucoup moins évident, mais pour la bande dessinée, en fait vous faites une campagne de pré-vente. Voilà, donc nous on vous recommande de faire 5 contreparties au minimum, pas trop non plus. Alors c'est vrai que des campagnes comme les cahiers de la BD, il y a énormément de contreparties. On a eu d'autres titres d'ailleurs, notamment de presse, bande dessinée, on a les arts dessinés. Qui ont été lancés chez nous, on a Cardlayer qui est d'ailleurs un stand dans le je vous encourage à aller voir la revue parce qu'elle est formidable. C'est une revue de création de BD, plutôt que de critique d'ailleurs, de création de fiction, BD et fiction. Voilà, donc évidemment quand il y a des planches, quand il y a des originaux, il y a beaucoup plus de contreparties. Mais sinon, si c'est des contreparties multiples, je dirais vous éparpillez pas trop, parce qu'après pour les envois ça va être pas forcément évident. Et ensuite, il faut surveiller l'évolution de la collecte. Donc voilà une bonne campagne, et voilà une mauvaise campagne. Là, on voit que la personne a rajouté de l'argent à la fin, c'est évident. Ça, c'est des informations qui sont confidentielles, les gens ne voient pas. Par contre, vous avez un tableau de bord quand vous avez une campagne en cours sur KissKissBankBank. Et vous voyez là qu'on a une campagne qui a démarré au début, donc le premier cercle a dû être touché les 3-4 premiers jours. Et puis voilà, il y a des contributions très très faibles qui sont arrivées jusqu'à la fin, et le mec s'est bougé, semble-t-il, 5 jours avant la fin de la campagne. Et puis à la fin, il a mis ce qui manquait. Et voilà une très bonne campagne qui est celle des cahiers de la BD. Voilà, parce qu'elle a toujours été au-dessus de la courbe verte, qui est la courbe idéale de, imaginons qu'on va atteindre l'objectif avec une régularité absolue tous les jours dans la moyenne. Là, il a démarré fort et puis il a su maintenir, c'est ça qui est bien. Parce que vous voyez, ça augmente légèrement, mais il a vraiment augmenté toute la campagne jusqu'à la fin. On voit l'impact des soldes aussi, il en a parlé tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté l'avant-dernier jour lorsqu'il a soldé les originaux. Et c'est leur apporter quelques milliers d'euros. Voilà, et il y avait tout à l'heure quelqu'un qui parlait des dates. Allez-y, posez votre question. Est-ce qu'il y a quand même des exemples de projets crowdfunding BD qui marchent avec comme seule contrepartie la BD? Oui. C'est impossible. Bien sûr, oui. C'est plus difficile en fait. Si vous avez juste la bande dessinée et qu'elle est à 20 €, il va vous falloir 2 fois plus de contributeurs que si vous avez une stratégie de contrepartie avec un don moyen à 50. Il va vous falloir même plus que du double de contribution. Donc c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'efforts de communication. Donc la périodicité, en fait, on me demande souvent quelle est la meilleure période pour lancer une campagne. C'est difficile à répondre parce que ça marche toute l'année, sauf à 2 moments, la semaine entre Noël et le jour de l'an. Il ne faut pas que la campagne se termine à ce moment-là. Et puis le creux des vacances d'été, on va dire la 3e semaine de juillet au 15 août. Il vaut mieux pas que ça commence ou que ça termine à ce moment-là? Ça se termine, mais même, je vous conseille, si vous avez une campagne l'été, soit la terminer en juillet, soit la démarrer en septembre, ou de la démarrer fin août. Mais de ne pas avoir une période de 15 jours, 3 semaines où tout le monde est en vacances. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie saisonnalité sur le crowdfunding. On a beaucoup de campagnes, à certains moments de l'année, notamment avril, mai, juin, ça monte énormément, et puis septembre, octobre, novembre, décembre. Même en décembre, on a souvent des pics énormes de campagne. Donc à vous de voir, après, est-ce que vous préférez être au moment où il y a plein de gens sur la plateforme, ou est-ce que vous préférez être au moment où il y en a moins, mais du coup vous êtes plus visible? C'est une bonne stratégie aussi. Et ensuite, il va falloir travailler et préparer votre communication. Une campagne de crowdfunding qui marche, c'est une campagne qui est bien préparée. Il vaut mieux passer 1 mois et demi à préparer votre communication et votre campagne et faire une campagne courte de 30 jours
que de faire une campagne de 60 jours que vous préparez pendant 2 semaines. Franchement, ça sert à rien de faire une campagne très longue si elle n'est pas bien préparée. Il vaut mieux passer du temps à la préparation et puis bien lancer et voilà, appeler le succès avec le succès. Là, tout est bon. Qu'est-ce qui marche le mieux sur le premier cercle? C'est tout ce qui est direct. Ce qui marche le mieux, c'est le téléphone. Je parlais de Carbone tout à l'heure. Carbone a fait un très bon chiffre aussi, ils ont fait 35 000 €. Le fondateur de Carbone, il a passé les coups de fil tous les week-ends de la campagne à son premier cercle. Les gens s'abonnent. Et ça a marché, chaque week-end il avait des pics, ils ont emmené d'autres personnes en plus. Évidemment, le mail marche très bien. Moi, je vous recommande d'envoyer un mail à tout votre premier cercle pour dire attention, je lance ma campagne à telle date, c'est important. Je termine. Pardon. Oui, préparez un mail pour expliquer votre besoin, annoncer la date de lancement de votre campagne à l'avance et expliquer que c'est important, si les personnes souhaitent contribuer, de le faire tout de suite. Vous faites un mail très franc pour dire voilà, je lance ma bande dessinée, j'ai besoin du soutien de tout le monde. Si vous voulez l'acheter, si vous pouvez le faire, je suis super content. Mais juste, si vous pouvez le faire tout de suite, c'est vraiment bien. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Aidez-moi à relayer cette campagne, mais faites-le quand je vous le dirai, c'est-à-dire quand j'aurai atteint 20%. Voilà. Demandez aux gens d'attendre et de partager. Parce que les partages aussi sont une certaine forme de don et peuvent vous amener des contributions. Et petit conseil aussi, faites en sorte que votre campagne se termine au début du mois et pas à la fin du mois. Parce que 50% des Français n'ont plus d'argent sur leur compte à la fin du mois. Et donc du coup, il vaut mieux que votre campagne se termine le 5, le 6 ou le 10, quand les salaires sont tombés et que les gens ont peu de trésorerie, que le 26 ou le 29. Voilà, et puis communiquer avec audace. Ne vous donnez aucune limite en fait. Essayez de. On parlait de la dimension émotionnelle et du storytelling tout à l'heure. Ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Campagne d'un club de foot de Boulogne, petit club. Je ne suis pas fan, je ne suis pas expert comme Vincent, mais je ne connais pas très bien le football, c'est un tout petit club. Ils avaient besoin de rénover leur stade, ils avaient besoin d'argent. Leur campagne végétait un petit peu et en cours de campagne, ils ont créé cette fausse contrepartie. Pour celui qui leur donnerait 5 millions d'euros, ils ont annoncé qu'ils auraient, avec cet argent, qu'ils allaient recruter Ronaldinho et qu'ils feraient une statue pour honorer leurs contributeurs à l'entrée du stade. Voilà. Cette idée à la con leur a valu des retombées dans absolument toute la presse sportive. C'est marrant, c'est malin. Ben oui. Et il y a plein de campagnes avec des bonnes idées comme ça. Parfois, même avec un projet qui n'est pas très visible, sur une bonne idée, vous avez des relais, devant ça fait rigoler. Et est-ce que ça a marché? Parce que oui. Concrètement parlant, c'est un pur troll en fait, s'il vous plaît. Ouais. Oui, ça a marché. Ouais. Génial. Voilà, je vais terminer. De toute façon, je suis presque arrivé à la fin. Je vais juste utiliser votre tableau de bord. Vous avez beaucoup d'informations. En plus, petite information aussi, la plateforme KissKissBankBank va beaucoup évoluer sur l'année 2018, par étapes. Là, on vient déjà de changer une partie importante qui est le dépôt de projet. Mais il va y avoir beaucoup de changements sur la plateforme. Il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Il va y avoir un côté plus user-friendly. Sur des petites évolutions qu'il va y avoir jusqu'à la fin. Donc même en marketing digital, vous allez avoir beaucoup plus de choses que ce qui est visible. Si vous avez des campagnes, prévenez-moi en amont parce qu'il y a des fonctionnalités aussi qui ne sont pas encore visibles sur le site mais qui sont déjà effectives, notamment de retargeting sur lesquelles, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, Pixel Facebook, des choses comme ça, on peut mettre en place à la demande. Donc encore une fois, je vais vous laisser les cartes ici, prévenez-moi si vous lancez des campagnes et on verra comment on peut vous aider. Mais utilisez bien votre tableau de bord. Voilà, vous avez, ça c'est les cahiers de la BD. Vous voyez les différentes sources des contributions et vous voyez une chose qui n'est pas forcément évidente mais qui est une réalité, c'est que le premier média, le premier vecteur de contribution sur l'ensemble des campagnes de crowdfunding, c'est Facebook. Voilà, on peut s'en affliger ou en être très content parce que tout le monde le suit presque. Mais ne négligez pas Facebook. Instagram ça marche mais ça marche quand même moins fort et Twitter ça marche aussi moins fort. Mais là on voit aussi que chaque retombée presse, voilà, on voit qu'ActuBD par exemple, un très bon site, d'ailleurs peut-être un jour faire une campagne sur KissKissBankBank, a amené 17 contributions et 1310 €. C'est quand même pas négligeable. On voit que Bodeuil a amené 11 contributions et 811. C'est BD Zoom en dessous, 695, bon il y en a d'autres après en dessous. C'est les premières sources. BD Tech aussi, 16 contributions, c'est pas mal franchement. BD Gest, ah oui, BD Gest énorme, 43. Voilà. Et ça, je voulais dire, respecter le timing, premier, deuxième, troisième cercle. Je vais prendre les dernières questions. Je vous enverrai, pour ceux qui me le demandent et qui me laissent l'adresse mail, la présentation. Il y a 2 derniers slides sur les supports de communication avec un rétro-planning type. Et puis la présentation terminée. Bah, super. Une question ?
Merci beaucoup. Merci.